Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Face à la rédaction, une émission qui retrace notamment tous les sujets ayant marqué l'actualité de la semaine. Alors, aujourd'hui nous avons le plaisir de discuter autour de tous ces sujets avec notre invité Emmanuel Tshibambe, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Bonsoir monsieur Emmanuel. Bonsoir Patrick Mouwo. Alors, pour échanger avec vous autour de tous ces sujets, j'ai à mes côtés donc justement les membres de la rédaction, comme le dit l'intitulé de l'émission, Elvis Meti, Ruth Dinanzei et Alain Goma. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, monsieur Emmanuel, tout va bien? Tout va bien Patrick, merci. Ok. J'espère que c'est là, on est au temps, c'est chaud. Oui, bon, pour le mieux. L'UDPS, ça va, le parti Oui, l'UDPS, ça va, le parti se porte bien. Nous sommes toujours là, derrière notre leader, le chef du parti, bien entendu, le secrétaire général Augustin Kabouya. D'ailleurs, tout à l'heure, je viens d'une cérémonie que le secrétaire général est en train d'animer juste ici à côté de chez vous, sur l'avenue Saint-Louis. Tellement j'avais déjà donné mon accord de participer à l'émission de ce soir face à la rédaction. Je ne pouvais quand même pas vous importuner. J'ai dû demander la permission de pouvoir sécher un peu ces activités et venir répondre à votre invitation. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Alors, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le tout premier sujet, ça sera lequel, Elvis Meti? On va parler, Patrick Ngouo, de l'Union Sacrée qui aurait déboursé la somme de 653 000 $ selon un document pour de frais logistiques pour ce qui concerne la matinée du 23 avril au Stade de Martyrs. Voilà, donc avant de poser les questions à l'invité, je vous propose de suivre justement cet élément que nous avons pu diffuser dans notre édition au cours de la semaine. Suivez. Ces chiffres ont été révélés dans une facture proforma envoyée à l'Assemblée nationale par le comité de gestion du complexe Omnisport du Stade des Martyrs, où toutes les rubriques ont été définies. Il y a par exemple 320 000 $ américains alloués à la sécurité, soit 100 000 $ pour l'unité de sécurité Delta, 120 000 $ destinés aux chiens de surveillance, 50 000 $ en faveur de l'équipe mobile et 50 000 $ pour les agents vigiles antiterroristes et anti-explosifs. Par ailleurs, la maintenance et les frais techniques ont coûté à l'Union Sacrée de la Nation 243 000 $ américains. Ces frais ont servi, selon le même document, à la permanence des toilettes, la surveillance des entrées extérieures et intérieures, la salubrité, mais aussi à assurer l'énergie en se dotant de 2 groupes électrogènes de secours, carburant et l'achat de 2 disjoncteurs. Cependant, 100 000 $ américains étaient destinés à la caution en cas de casse. Pour rappel, il s'agissait d'une cérémonie de sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation, plateforme qui soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023, après que plusieurs partis et regroupements politiques puissent signer la charte. Voilà donc pour le reportage. Alors, Elvis Meti, vous avez quelques questions justement sur ce dossier. Réellement, ça ne peut pas manquer, Patrick Ngouo. Je vais poser mes questions à M. Emmanuel Tshibambe. La première question est de savoir, déjà d'entrée de jeu, d'où est venu cet argent? Cet argent, lequel? L'argent de l'organisation, bien sûr, les 653 000 $. Mais nous sommes une formation politique, nous sommes très bien organisés, nous sommes une formation, il y a des cadres. D'ailleurs, l'Union Sacrée regorge plusieurs formations politiques. L'UDPS en est le fil d'Ariane, il y a le MLC, il y a l'AFDC et tant d'autres. Plus de 400 partis politiques qui sont très bien organisés pour la bonne marche de la structure. Donc, moi d'ailleurs qui suis membre de l'UDPS, moi je cotise chaque fin du mois pour le compte de mon parti politique. Nous sommes une centaine de cadres, des milliers de cadres qui cotisons. Donc c'est tout à fait normal lorsqu'il y a un événement de telle envergure. Donc je vous dis, s'il y a quelques obligations financières qui nécessitent, alors je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait de l'argent pour une telle organisation. Alors si vous me demandez d'où vient cet argent, d'ailleurs quand vous dites d'où vient cet argent, c'est pourquoi je vous ai rétorqué la question, quel argent? De l'organisation. Nous sommes organisés pour la tenue de cette manifestation. Donc nous sommes cotisés, nous sommes des cadres, nous travaillons.
Et voilà, si je peux vous répondre de façon un peu liminaire. On aimerait bien savoir, vous avez procédé aux cotisations ou vous avez fait une demande de la part du gouvernement pour réellement avoir cet argent? Mais qui sommes-nous pour que nous fassions une demande au sein du gouvernement? Vous avez cotisé. Mais je vous ai dit, l'Union sacrée regorge une centaine de partis politiques Essayez de qui nous ne sont pas le éclairer moindre. on veut bien savoir comment vous avez procédé. Vous avez demandé un tel montant à tel parti ou vous avez fait comment? Je vous ai dit, nous nous organisons, nous cotisons. Pourquoi nous cotisons? Pour des pareilles circonstances. Il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des événements, et nous sommes dans une année électorale. Il y a des obligations qui vont se présenter, qui vont demander qu'il y ait de moyens financiers qui vont être déboursés. Alors nous devons nous prémunir par rapport à ça. Donc nous ne pouvons pas aller quémander de gauche à droite ou bien aller tendre la main au gouvernement. Non, vous savez, une formation ou bien un parti politique bien organisé se cotise. Le membre de ce parti-là cotise comme nous à l'UDPS. Je crois, c'est là on est autant pour certaines formations, notamment à l'AFDC, MLC, l'UNC et tant d'autres. Donc, s'il faut que je vous réponde directement, moi j'estime, moi par exemple dans mon parti politique, je n'ai pas vu un message passer, non, voilà, nous devons aller prendre l'argent des gauches. Non, on nous a demandé de faire avec le peu que nous avons. L'UDPS avait cotisé combien comme par exemple? Je vous ai dit, nous sommes des partis mieux organisés. Vous parlez de l'UDPS ou des partis qui... Bon, si vous voulez que je parle de l'UDPS, oui. Vous voulez que je parle de l'UDPS? Parlons de l'Union sacrée. Non, parce que vous avez posé la question, l'UDPS en a cotisé combien? Je voudrais vous répondre. Oui. Alors, ça c'est une cuisine interne, je ne peux pas divulguer en face, n'est-ce pas? C'est une cuisine interne. Moi je sais, nous, à l'UDPS, qu'est-ce que nous avons pu donner par rapport à l'organisation de cet événement. Ça, je ne saurais pas les divulguer sur la toile. Donc, veuillez m'en excuser. Donc, ça, c'est une organisation interne, c'est une cuisine interne. Je ne saurais pas vous dire en face. Sinon, ça serait donner les arguments dans l'autre camp adverse. Donc, il n'y a pas eu de réponse par rapport à ces sujets. Moi, je pense que j'ai répondu. J'ai eu autant de minutes pour vous répondre. C'est à vous de juger si j'ai mal répondu ou quoi. Vous voulez que je vous réponde par rapport à ce que vous entendez. C'est à ce moment-là que vous allez qualifier que j'ai bien répondu. C'est ça. Vous voulez que je réponde par rapport à ce que vous entendez, c'est ça? Non, non, c'est pas par rapport à moi. Alors, par rapport à des milliers de Congolais qui se posent la question comme moi. Non, mais j'ai répondu à la question de ces milliers de Congolais qui se posent des questions autant que vous. J'ai dit, nous sommes une formation bien organisée. Nous cotisons chaque mois. Nous ne sommes pas un parti pauvre. Ça, il faut que les gens aussi comprennent. Non. Nous ne sommes pas un parti pauvre. Nous sommes un parti au pouvoir. Nous avons des cadres. Nous avons des cadres. Nous avons des délégataires au sein du gouvernement central, sans compter les gouvernements provinciaux. Nous avons des députés, des sénateurs, nous avons des mandataires, nous avons des gens qui cotisent chaque fin du mois pour le bénéfice du parti. Justement, et aujourd'hui, s'il faut que l'UDPS débourse une somme par rapport à l'organisation d'un événement, est-ce qu'il doit recourir, ou bien l'UDPS doit recourir au gouvernement? Le 653 000 $, déboursé par l'UDPS. Vous savez, moi, je suis un cadre. Il y a un problème. Alors, le problème se situe au niveau du destinataire. En fait, le comité organisationnel du Stade de Martyrs a adressé cette lettre justement à l'Assemblée nationale. C'est ça le problème. L'Assemblée nationale n'est pas un parti politique. Pourquoi pour une activité politique, le comité de gestion du Stade de Martyrs doit adresser cette correspondance à l'Assemblée nationale? Comment vous expliquez ça? D'abord, d'entrée de jeu, moi, en ce que je sache, à moins que vous me disiez le contraire, jusqu'à hier très tard, aux environs de 23 h, cette correspondance était accompagné d'une facture pro forma. Cher ami, on ne peut pas discuter sur une facture pro forma. En tout cas, je suis très mal à l'aise de discuter sur une facture pro forma. Patrick, vous êtes intellectuel. Justement. Alors, donc, en tout cas, je ne peux pas discuter sur ça. Est-ce qu'on peut discuter sur une facture pro forma? Dites-moi. Une facture pro forma. On peut discuter sur ça. Qui a adressé à qui cette facture? D'ailleurs, moi, j'en ai vu que dans les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas prêter... Une facture pro forma, oui, mais adressée à l'Assemblée nationale. Mais écoutez... C'est autour de cela que je vous dis, moi, j'en ai vu dans les réseaux sociaux. Ça, c'est d'abord... Selon vous, c'est un faux document. Je n'ai pas dit un faux document. J'ai dit, moi, je suis un expert des sciences de l'information et de la communication. Je maîtrise très bien, assez bien les réseaux sociaux. Je ne donne pas 100% foi à ce document. Il se peut que ce soit un faux. Il peut s'agir que ce soit un vrai,
Et c'est là où c'est facultatif. Il peut s'agir que ce soit un vrai document ou un faux. Alors, c'était vrai. Donc, vous trouvez que c'est normal que le stade transfère donc cette facture à l'Assemblée nationale? Non, j'ai dit ceci. Étant donné que je n'ai pas vu même le bureau du président Mbosso épiloguer sur ce sujet. Je n'ai pas vu. En tout cas, je n'ai vu aucun membre ou aucun proche du président Mbosso parler de ce document. Moi, je n'ai vu que dans les réseaux sociaux. Donc, moi, expert en sciences de l'information et de la communication, discuter sur une facture pro forma divulguée dans les réseaux sociaux, ça serait perdre mon temps, cher ami. Ma tête est tellement bourrée de beaucoup de choses, je n'aimerais pas prêter des interventions sur des choses que je qualifie futiles. Alain Ngoma, la sortie officielle, c'est donc disons cette affaire avec l'Union Sacrée, c'est notamment sur le plan organisationnel de la sortie officielle. Merci beaucoup Patrick pour la parole. Monsieur Emmanuel Lechibambe, j'ai quelques questions pour vous. J'étais au stade le vendredi. Je quittais le stade à 1h du matin pour attendre le badge. Je commence par là. L'organisation ou la valeur que cette activité avait, cette valeur n'a pas suivi, permettez-moi la tautologie, à la valeur que vous avez donnée à la presse. Je parle de l'organisation sur le plan de la presse. On nous fait venir à 13h pour que nous ayons le badge. Certains, nous sommes partis sans avoir le badge à 1h du matin avec tous les risques. Comment pouvez-vous justifier cette façon de faire les choses, de cette cellule de communication? Parce qu'il y avait, le VIP était d'office pour les journalistes, mais certaines personnes n'ont pas eu accès au badge. Bon, je voudrais un peu donner un peu de l'éclairage quant à ce. J'ai été membre du comité d'organisation, notamment dans la cellule de communication et presse. Je crois même à la veille, nous nous sommes rencontrés avec Patrick au stade. Nous nous sommes rencontrés avec vous au stade, non? Oui, juste le vendredi. J'ai été membre de cette commission-là. Et à ce que je sache, notre aîné Serge Kayembe, qui en était le coordonnateur, avait livré les badges à temps utile seulement. Si vous vous êtes retrouvé dans ce lot-là, c'est regrettable. Seulement, il y a eu... C'est tout le monde qui voulait aussi prendre part à l'événement. Vous avez appelé tout le monde? Comment? On a appelé tout le monde. Oui, justement, il fallait donner les badges à tout le monde, pour marginaliser les journalistes. Écoutez, c'est ça aussi le problème. Lorsqu'on demande de pouvoir recenser ou bien de pouvoir, excusez-moi, je n'entre pas dans votre secteur, vous direz peut-être que je suis en train de titiller votre secteur. Lorsqu'on demande que votre domaine soit un peu restructuré, il y a d'aucuns qui pensent qu'on veut faire leçon à qui que ce soit. Vous savez, nous on a estimé un nombre qui devrait prendre part, notamment un nombre de chevaliers de la plume. Mais nous nous sommes retrouvés au-delà de ce qui a été prévu. Mais pourquoi ne pas vous limiter à ceux-là à qui vous devriez donner les badges? Justement, c'est ce que nous avons fait. Vous pouvez vous imaginer, je ne vais pas citer le nom de la chaîne parce que ça va offusquer. Je suis aussi ami, je suis familier à cette chaîne-là et surtout à son auteur, à son promoteur. Vous pouvez vous retrouver, cette chaîne de télévision envoie 3 journalistes. Or, nous avions prévu un badge pour un organe. Et il s'est fait que il y a un seul organe qui présente 3 éléments, 3 personnes qui devaient prendre part. Imaginez. C'est là aussi les désordres que vous, de la presse, vous nous avez infligés. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation inconfortable. Nous devions maintenant, s'il vous plaît, nous devions maintenant satisfaire à tout le monde en ce moment-là. C'est pourquoi nous sommes allés, laissez-moi finir. Parce que vous accusez à tort. Laissez-moi finir. C'est très important. Ça fonctionne dans la presse. Un caméraman, un journaliste, et c'est peu qui est... Mais quand je dis dans un organe, nous avons prévu un journaliste et son accompagnateur qui est le caméraman. C'est ce que nous avons fait. Moi, je me suis retrouvé à une chaîne de télé que je respecte. Son auteur, c'est un aîné avec lequel nous sommes très proches. Je vous dis, c'est parmi les meilleures chaînes de ce pays. Mais je retrouve dans ces chaînes de télévision, moi, je vois l'aîné Serge Kayembe et mon ami Chris Mukendi ont remis le badge au journaliste qui était présent et son caméraman. Et après, je vois un autre journaliste de la même chaîne de télé et son caméraman venir me demander le badge. Je me suis dit, mais c'est cette chaîne-là que moi je respecte.
Vous voyez un peu, nous sommes retrouvés dans cette cacophonie qui a fait que nous puissions nous retrouver dans cette situation dont vous déplorez. Donc, souffrez que cela soit ainsi. Cela a été occasionné par vous qui êtes le chevalier de la plume et non par nous les organisateurs. Moi je ne pense pas, parce que j'étais là. Le jour où je suis allé pour la capture, c'était un mercredi. Vous aviez de chaînes répertoriées, ça c'est sûr. Parce qu'il y avait des Comme listes. ça se passe partout au monde d'ailleurs. Il y avait des listes. Une pré-liste. Oui, une pré-liste déjà. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Nous savons fallait que le vous- dire. Dans ce genre d'événement, vous êtes dans ce genre d'événement, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un ancien journaliste, je sais comment ça se passe. Il y a des médias invités par les organisateurs, ça, mais il y a aussi de ceux-là qui s'improvisent Non, eux-mêmes. nous improvisons pas, nous venons pour couvrir, pas nécessairement pour être payé après, parce que c'est une information. Le message qui allait être divulgué, c'était le message de la sortie officielle de l'Union Sacrée. Tout à fait. Voilà, effectivement, le vendredi, moi j'étais présent au stade, il y a des gens qui ont fait des directs sur le net, disons que Bazumbongo, Bakomiko Boya, Bamédia Misuso Yako couvrir pour Bali Ambongo. Donc, c'était quand même un message qui allait à votre défaveur. Je ne vais pas m'éterniser sur cette question, parce que nous avons souffert. Nous avons souffert, nous, de la On comprend presse. votre paix. Voilà. Avancez. En fait, je reviens sur la question que j'avais prévu de vous poser. Comment pouvez-vous expliquer le départ de militants du stade quand le présidium a commencé à parler? Je comprends votre question. C'est parce que quand le présidium a commencé à parler, c'est quand le stade a commencé à cette question, non. Moi, j'ai été au stade. J'ai été retenu au stade jusqu'à 18h. Vous étiez au stade J'étais également. au stade. Justement, je vous dis, moi, j'étais au stade jusqu'à 19h, très tardivement, avant même la fin de la manif. D'abord, le stade a été archi-comble. Ça, il faut d'abord reconnaître. Le stade a une capacité de 80 000. S'il faut exagérer, c'est 120 000. Mais en tout cas, il y avait un monde qui avoisinait près de 2000. Sa question est précise. J'ai répondu à ça. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Okay, j'ai compris la question. Je vous dis, je suis en train, c'est une partie de ma réponse. Je suis en train de vous donner des éléments de la réponse par rapport à votre question. Okay. Je vous dis d'abord, il y a un premier constat. Le stade a été archi-comble. Effectivement. Ça, c'est un élément aussi, il faut capitaliser. C'est un élément aussi, il faut rendre public, non? En tout cas, le stade a été archi-comble. Effectivement. Le nombre prévu... Le moment le plus important, c'est lors de la prise de parole du président. Mais écoutez, vous ne me direz pas que lors de la prise de parole de membres de présidium, le stade s'était vidé. Le stade s'est vidé. Je n'ai pas dit que le stade était vide. Voilà. Je dis le stade s'est vidé. C'est-à-dire, au moment où ils étaient en train de prendre la parole, c'est à ce moment-là que le public a commencé à partir. En tout cas, moi, j'ai constaté lors de la prise de parole du président Mbosso et les autres, en tout cas, le stade était toujours plein. Ça, moi, je l'ai constaté. À moins que vous me disiez le contraire. Voilà. Qu'est-ce que nous devons retenir après cette sortie officielle? Le message clair. Le message clair était celui de comprendre que nous, Congolais, nous avons l'obligation d'être je dirais, nous, Congolais, devons être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est l'union Ça veut sacrée. dire l'union sacrée pour le président de la République. Parce que cette union, aujourd'hui, a revivé l'espoir du peuple congolais. Aujourd'hui, le pouvoir incarné par Félix Tshisekedi. Je sais d'aucuns diront, je fais du populisme, comme ils disent, je fais du djalelo. Je leur concède, mais je ne saurais pas devenir menteur parce qu'ils n'aimeraient pas que je dise la vérité. Non, je resterai toujours droit dans mes bottes. Aujourd'hui, le pouvoir incarné par Félix Tshisekedi a revivé, a donné l'espoir au peuple congolais. Aujourd'hui. C'est pourquoi cette union sacrée est l'espoir incarné du peuple congolais par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le message essentiel. Nous devons être du bon côté de l'histoire parce qu'en ce moment avec Félix Tshisekedi, nous allons réécrire l'histoire de ce pays. Parce que nous étions déjà désespérés. Nous étions désespérés dans ce pays. Nous étions désespérés. Mais après l'avènement de Félix Tshisekedi aujourd'hui, l'espoir est né. L'espoir est né. Et puis, les Congolais disent, voilà, nous pouvons encore revivre dans ce pays. Par rapport à ce que Tshisekedi Tshilombo est en train de faire dans ce pays.
Voilà un peu l'espoir du peuple congolais. Ce que nous devons retenir en grosso modo pour ne pas extrapoler. Une dernière question. On aurait appris ou on a vu sur la toile certaines personnes se plaindre. Pourquoi avoir sorti de l'argent pour mobiliser au lieu de passer le message de l'union sacrée, que les gens viennent d'eux-mêmes au lieu que ça soit moyennant quelque chose? Venir à cause du moi, je pensais que vous m'avez convié à une mission sérieuse. L'émission est très sérieuse. Mais il ne faut pas nous ramener. S'il vous plaît, monsieur Manuel, les déclarations ont été ça, ce sont des ragots de la rue. Ce ne sont pas des ragots. Qui ne valent pas. Vous connaissez la vérité. Non, parce que, pourquoi je dis ça? Non, ça veut dire ceci. Moi, je ne minimise pas votre question. Seulement, je me dis, vous avez ramassé. Vous avez tenté de minimiser l'émission. Non, très malheureusement. Non, peut-être vous avez mal conçu mes propos. Peut-être je vais m'expliquer. Ça veut dire que vous avez pris ce qui s'est raconté. Vous n'avez pas donné l'argent aux gens. Vous venez au stade. Vous n'avez pas donné l'argent. Vous êtes mieux placé. Vous avez des caméras. La population vous suit. Mais vous avez des caméras. Vous êtes face à la population. S'il y a des gens qui peuvent relayer la bonne information, c'est vous de la presse parce que vous avez des caméras. Vous êtes face à la population. Bien entendu. Est-ce que vous n'avez pas donné l'argent aux gens pour venir au stade? Moi, ça fait. Vous n'avez pas donné l'argent. Répondez à la question. Mais je réponds à votre question. Répondez. Est-ce que vous n'avez pas donné l'argent aux gens pour venir au stade? Je peux répondre. Répondez, allez-y. Moi, ça fait plus de 2 décennies. Je n'ai jamais vu. Je dis bien, je n'ai jamais vu dans ma formation politique pour un événement ou bien une manifestation remettre des enveloppes. Si l'UDPS ne l'a pas fait, mais l'Union sacrée a plus de 400 partis politiques. Il y a des gens qui se sont plaints pour ça. Moi, je ne saurais pas vous dire ce que je n'ai pas vu. Je ne saurais pas vous dire ce que je n'ai pas vu. Moi, j'estime que ces partis ont emboîté le pas que l'UDPS a fait passer. Le message est passé. Nous, chez nous, on ne remet pas d'enveloppe. Très bien. Parce que merci. C'est un peu ça. Je voulais seulement que vous compreniez que je n'ai pas voulu minimiser votre émission. C'est juste pour faire. C'est une ramification que j'ai voulu juste faire. C'est pas pour aucune intention de minimiser l'émission. On a terminé. Pour Alain, alors Ruth Dinonzei, cette sortie officielle était un grand événement, mais un autre aussi arrive avec l'opposition. Tout à fait, Patrick Ngouo, monsieur Emmanuel Chibambi. Je vous prends au mot, vous avez vanté l'union sacrée, vous avez dit qu'il faut que le bon Congolais soit du bon côté de l'histoire. Parfait. Félix Tshisekedi a redonné espoir aux Congolais. Mais vous êtes aussi au courant qu'il y a une frange de la population congolaise, notamment ceux de l'opposition, qui vont d'ailleurs organiser une marche ce 13 mai pour dénoncer quelques mots, ou soit quelques inconvénients du pouvoir en place, notamment le social des Congolais, l'insécurité. Il y aura une marche contre ces différents faits que je viens d'évoquer. Ne vous sentez pas gêné de dire tout haut que vous êtes du bon côté de l'histoire? Non, je ne vais pas me gêner parce que je suis un démocrate. Nous sommes un pays démocrate pendant que la population souffre. Et vous dites que c'est ça le bon côté de l'histoire. Vous le dites tout haut. Pendant qu'à l'est du pays, il y a une insécurité grandissante. Vous choisissez les bons côtés de l'histoire sans tenir compte de tout, sans analyser tous ces faits qui frisent la population. Je peux maintenant répondre? Vous me laisserez les temps? Allez-y. Parce que la population a besoin d'écouter. Voilà. Madame, je disais, je suis un démocrate. Tout à fait. Je suis dans un parti politique qui prône la démocratie et le progrès social. Ça veut dire que j'ai une conception, j'ai un constructivisme dans ma tête disant que nul ne peut faire unanimité 100%. Non, moi je suis un chrétien. Nous avons la jurisprudence de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas fait unanimité 100%. Souvenez-vous à Judée. Il y a eu de ceux-là qui ont récusé Jésus-Christ n'étant pas le Fils de Dieu. Ça veut dire que si moi aujourd'hui dans notre parti politique, dans notre pouvoir, nous avons des opposants, ça ne peut que me réjouir. D'ailleurs, nous en avons besoin. Là, cette frange, et je vous prends, vous avez une frange. Donc ce n'est pas l'unanimité de la population. Et puis moi, je n'accepterai pas être dans un parti où 100% de la population applaudissent. Non, ça, je n'accepterai pas. Nous devons avoir de l'opposition. S'il y a une frange, comme vous le dites, je prends vos mots, s'il y a une frange de la population qui pense, qui estime qu'elle doit marcher ou manifester contre ce que vous avez évoqué ici, mais libre à eux. Libre à eux qui le fassent, ils ne seront pas inquiétés. Nous sommes tu sais qu'il a instauré la démocratie. Ils peuvent faire des marches comme ils veulent. Ils peuvent faire des villes mortes. D'ailleurs, on a besoin de voir si réellement nous avons enfants. Et puis en face de nous, nous devons avoir aussi une opposition forte.
Mais les réseaux nous devons voir, et puis nous devons voir aussi, en face de nous devons aussi avoir du répondant solide, disons que non, nous avons aussi une opposition forte qui peut aussi booster notre pouvoir. Et puis madame, là où moi je n'ai jamais été d'accord avec vous de la presse, excusez-moi, je n'ai rien à voir avec vous de la presse, là où je n'ai jamais été d'accord avec vous, lorsque je suis chez moi, je manipule un peu les réseaux, voire un peu le média, les informations, vous caricaturez l'histoire de façon un peu erronée. Excusez-moi, pourquoi? Vous voulez faire voir à la population congolaise que le malheur de la population commence avec Félix Tshisekedi. Non, madame. Vous venez de dire tout à l'heure que Félix Tshisekedi a redonné espoir. Justement, j'en arrive. Justement, c'est de cet espoir-là que nous voulons décortiquer. Notamment le social des Congolais, la sécurité des populations et de leurs biens. Justement, c'est de ça que nous voulons toucher. Madame, en 2019, quand Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019, nous comptions, je dis bien nous comptions, 162 groupes armés. J'ai effectué des déplacements à l'est du pays avec le ministre Sylvain Moutobo, qui était ministre de la Défense. J'en connais quelque chose. Je me suis rendu à l'est du pays, j'ai vu des groupes armés et certains groupes qui se rendaient d'eux-mêmes pour conjuguer du côté de FRDC. Le nombre de groupes armés a baissé. Aujourd'hui, vous anticipez, aujourd'hui, nous en sommes à moins de 50 groupes armés. Madame, vous ne me direz pas qu'il y a un changement. À moins que vous soyez, je ne sais pas, à moins que vous vivez dans un autre monde. Le coût du pain. Donc, vous, ce qui vous importe, c'est le coût du pain. Pourquoi? S'il vous plaît, j'en arrive. Pour que vous mangez, vous soyez à l'aise chez vous. Du dollar américain. Laissez-moi s'y répondre, madame. Allez-y. Ou soit moi je m'étais à vous parler, je vous écoute. Allez-y. Pour que vous mangiez, pour que vous buviez, pour que vous dansiez chez vous, vous devez avoir la paix, madame. Moi, je me souviens en 2007-2008, j'étais encore étudiant à l'IFASIC. J'habitais en face de l'IFASIC chez mon oncle, papa Nicolas, paix à son âme, qui vient de me quitter il n'y a pas longtemps. Il y a deux armées qui se sont affrontées à la ville de Gombe. Moi, j'ai vécu. Moi, j'ai sauvé des âmes. Moi, je l'ai dit. Madame, je n'ai pas eu le temps de manger. Et pourtant, j'avais de la nourriture chez moi à la maison. Pourquoi je n'ai pas mangé? Je ne manquais rien. Il y avait de l'électricité, j'avais de la nourriture chez moi. Je n'ai pas pu parce qu'il y avait des armes, il y avait des balles qui parlaient, madame. Si vous n'avez pas la paix, vous ne saurez pas manger, madame. Il faut d'abord rétablir la paix. Le social après, on oublie je vous dis, le taux doit aller crescendo, le coût du pain doit augmenter. Nous devons aller de crescendo, cher ami. Nous devons aller de crescendo. Écoutez, cher ami, je l'ai dit ici. Patrick, vous pouvez avoir 100 000 $. Lorsque ça crépite là-bas, vous n'aurez pas le temps de sortir pour aller utiliser vos 100 000 $. Écoutez, cher ami. Nous devons avoir la paix. Le pays est en danger. Mais je vous dis, sécurité d'abord, on oublie le social. Le social, on n'a pas oublié le social. On met de côté d'abord, on met en évidence. Apparemment, nous nous chamaillons. Nous nous chamaillons pas. Lorsque vous me posez des questions, laissez-moi aussi répondre. Laissez-moi aussi répondre. Parce que j'aimerais aussi vous faire savoir que vous n'avez pas raison de croire ce que vous posez comme question. Mais vous êtes au moins conscient que c'est... Moi, je n'ai pas dit... Moi, je n'ai pas dit le social, c'est 100%. Ok, je n'ai pas dit ça. Ça ne va pas, le social. Non. Dire aussi ça ne va pas, ça c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Vous pouvez le contraire. Aujourd'hui, le service national est en train de faire un travail de titan. Ok. Le CNMS que vous achetiez, que les militaires achetaient à 50 000, 60 000, aujourd'hui c'est à 18 000. Non, mais écoutez, mais les militaires ne sont pas des Congolais. Oui, mais nous autres aussi sommes Congolais. Non, mais est-ce que les militaires ne sont pas des Congolais? Pourquoi vous croyez que vous qui êtes Congolais? En quoi tu es plus Congolais qu'un militaire qui se bat à l'est du pays? Dis-moi. En quoi tu es plus Congolais qu'un militaire qui se bat à Bunagana? On est tous Congolais, on est tous égaux. Il n'y a aucun Congolais qui soit prévalent à l'autre. On est tous égaux. Écoutez, j'ai dit, ça commence à pas pesant, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez que Tshisekedi fasse tout en 5 ans, en 4 ans? Pourquoi? Par quelle alchimie? Vous voulez que Tshisekedi fasse tout en 5 ans? Si Tshisekedi savait faire tout en 5 ans, vous aurez dit non, c'est un magicien. Pourquoi vous voulez qu'il fasse tout en 5 ans? Nous allons décrescendo. Nous avons dit que nous avons trouvé un pays qui est en décadence. Nous avons trouvé un pays qui est en voie de disparition.
Qu'est-ce qu'il fallait? Nous devons commencer par le commencement, ça veut dire rétablir d'abord la paix. C'est ce qui a été fait, cher ami. Non, je suis tellement apaisé. Mais nous fait comprendre que... l'actualité, il y a les leaders de l'opposition qui ont décidé de braver leurs antagonismes pour se retrouver, former un bloc contre le pouvoir en place. Ne craignez-vous pas l'ampleur de cette union? Je vais craindre qui? Il y a les grands leaders. Comme qui, par exemple? Les grosses pointures. Nous avons battu. Nous avons... Chère madame, soyez sérieux, s'il vous plaît. Moïse Katoumi, Martin Fayou. S'il vous plaît, madame. Ce sont des Congolais. Nous avons battu, monsieur. De l'opposition, reconnue comme grande figure de l'opposition. Vous les reconnaissez également parce que vous venez de l'opposition. Nous avons battu monsieur Martin Fayou aux élections de 2018. Quand vous me parlez encore, c'est quel nom vous allez parler? Bon, des résultats qui contestent aussi, hein, jusqu'aujourd'hui. Mais c'est tout à fait normal. Comment il s'appelle? Donald Trump, oui. Donald Trump, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il conteste les élections de 2018. Et 2020, il est compté. Il n'a jamais accepté qu'il a été battu par comment il s'appelle, Joe Biden. Parce que vous pensez que c'est une invention congolaise. Non! Trump, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes samedi, il n'a jamais accepté qu'il ait perdu les élections. Il conteste les élections. Moïse Katoumi, vous fait-il mais c'est tout à fait normal. Même en France, lors le primaire, M. Jean-Pierre Raffarin a contesté aussi les élections de primaire en France. Parce que vous croyez que c'est une invention émanant de la RDC. Non, ça se passe partout au monde. Voilà, bon, il y a les temps qui écoulent. On a d'autres sujets à prendre. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer tout de suite au deuxième sujet. Alain Goma, qu'est-ce qui se trouve sur ta feuille? En fait, c'est le rejet de l'OIF, de l'audit du fichier électoral. Ils ont dit que le temps qu'on leur a donné était tellement insuffisant qu'ils ne sauront pas faire leur travail. Voilà, donc de 15 au 20 mai, donc le délai est jugé tellement court. Alors, nous allons suivre cet élément tout de suite et on va se retrouver juste après. L'Organisation internationale de la francophonie évoque comme mobile la durée impartie par la centrale électorale pour cette opération, soit du 15 au 20 mai, ce qui rend, je cite, très difficile la réalisation de cet exercice impossible, note le document qui n'a pas précisé cependant ce que cette durée constitue comme entrave à l'action de l'OIF. Déjà, cette organisation francophone rappelle qu'elle a déployé du 23 au 28 avril dernier une mission exploratoire à Kinshasa aux fins d'évaluer le contexte global de préparation de déroulement du processus électoral et d'identifier les domaines où l'OIF pourrait apporter un appui. En RDC, la tension était vive dans la classe sociopolitique lorsqu'il a été annoncé une probable mission d'audit externe de l'OIF du fichier électoral. La présence de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est cela tout le problème car son pays agresse la RDC dans sa partie est sous le label du M23 sans que son organisation ne les condamne. Voilà donc pour cet élément diffusé notamment dans l'une de nos éditions d'information. Alain Goma, vos questions. Monsieur Emmanuel Tchibambi, l'OIF rejette le délai qu'on lui a donné de 5 jours pour faire l'audit du fichier électoral, alors que cette organisation nous a toujours accompagnés dans tous les cycles électoraux que nous avons. Ce rejet-là ne nous mettra pas en retard par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur le calendrier. Ou ce rejet-là ne va pas influer sur le calendrier électoral? Non, non. Surtout que l'organisation des élections dans notre pays ne dépend pas de la volonté de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une organisation comme tant d'autres. Si elle estime que le délai a été écourté par rapport au travail qui devait être fait, libre à eux. Mais nous n'aimerons pas que demain, qu'on nous prenne des intentions. Voilà, il n'y a aucune organisation qui a audité le fichier. Nous, la RDC, par le truchement de la CENI, nous avons invité toutes ces organisations de venir auditer le fichier pour que demain, on ne puisse pas dire, voilà, le fichier a été corrompu, le fichier a été, je ne sais pas moi, les termes qu'on a qu'on prête. Bon, ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas faire ce travail.
l'organisation des élections ne seront pas conditionnées à ce refus-là. Ça veut dire qu'il y aura d'autres organisations qui viendront auditer le fichier. Voilà. Il y aura d'autres organisations qui viendront, mais à quand? Parce que les élections, c'est dans quelques mois. S'il y en aura aussi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les élections se tiennent à la date échue. Donc, venir demain ou après-demain, ou qu'une organisation vienne aujourd'hui, demain ou après-demain, ça m'importe peu. Moi, ce qui importe, c'est que les élections se tiennent, surtout à la date constitutionnelle. Voilà. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous puissions faire foi ou confiance aux organisations nationales que de chercher toujours des organisations internationales pour venir donner du crédit au processus électoral en République démocratique? Non, mais il y a des organisations, j'ai vu la l'ISADEL, je crois, la LISADEL, et d'autres, il y a d'autres organisations nationales, qui font ce que vous demandez. Alors, c'est là aussi le problème qui se passe. Lorsque nous demandons que ce soit des organisations internationales, alors nos amis d'en face diront non, c'est corrompu, nous avons besoin international. Tout ça, les gens pensent que les organisations internationales, c'est je sais pas moi quoi. Ça, c'est de l'esclavage mental. C'est l'esclavage. Pourquoi ne pas donner, faire foi par exemple à une autre organisation que j'ai oublié encore le nom, la LISADEL et d'autres. Pourquoi ne pas faire foi à ces organisations internationales? On pense que si l'OIF ou je sais pas moi quoi fait l'audit, ça c'est parfait, c'est tout c'est comme ça. Donc moi je pense que moi en tant que nationaliste, je pense que c'est de l'esclavage mental. On a besoin de crédibilité, par exemple, on a toujours fait appel à des audits externes. Tout à fait. Par exemple, l'OIF nous a toujours accompagnés. En 2018, par exemple, fin 2018, on avait décelé qu'il y avait 16% des électeurs qui n'avaient pas d'emprunt. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est un handicap de ne pas avoir une organisation aussi crédible comme l'OIF? Non, mais la CENI a émis le vœu qu'il soit audité par l'OIF. Donc moi j'estime que la CENI a fait son travail, a fait sa part. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la pression politique, puisque avant même ce communiqué émis par l'OIF, il y avait cette pression dans la population, donc au sein de la classe politique, on rejetait déjà cela. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de la pression des politiques que cette organisation a plié bagage finalement? Mais si tel en est le cas, je me dis, nous, peuple congolais, ou nous, hommes congolais, qu'est-ce que nous cherchons à la fois? Si tel en est le cas, comme vous dites, parce que la même opposition, c'est elle qui demande que les élections se tiennent à la date constitutionnelle. Alors si elle doit encore passer à l'autre démonstration, aller influencer ces organisations internationales de ne pas venir, mais le blocage qui va s'opérer, ça sera l'émanation de l'opposition. C'est pourquoi nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Nous allons faire ce qu'il faut pour que les élections se tiennent à la date butoir, à la date échue. Donc nous n'allons pas tenir compte de toutes ces manœuvres. Nous avons fait ce qu'il faut. On a fait appel aux organisations compétentes de venir auditer. S'ils viennent, s'ils répondent favorablement, tant pis. S'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, comme l'OIF a manifesté, nous, ça ne va pas nous handicaper. Nous irons jusqu'au bout et organiser les élections à la date butoir. Ma dernière question est celle de savoir, est-ce que l'OIF n'est pas en train de nous titiller, vu que le secrétaire général, c'est une Rwandaise et la République démocratique du Congo serait à froid avec le Rwanda? Monsieur Alain, je voudrais vous dire ceci. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est une structure qui a été créée pour légitimer tout simplement la langue française. Ça, je vous dis. Le but de l'OIF, le français, lorsqu'ils ont créé la francophonie, c'était pour chercher à proliférer la langue, que ça soit vulgarisé à travers les mondes, que ça puisse challenger d'autres langues comme l'espagnol, l'anglais, les chinois et tant d'autres. N'est-ce pas? Il ne faut pas inculquer dans la tête des Congolais si l'OIF n'audite pas le fichier, les élections ne seront pas. Justement, cher ami, moi si je vous appelle, vous êtes mon voisin, je vous appelle de venir m'aider, par exemple, peut-être ma maison a pris feu, vous êtes venu, vous m'avez aidé, j'ai éteint le feu, après demain je vous appelle, venez m'aider, peut-être parce que ma voiture ne démarre pas, vous venez, vous m'aidez, et le lendemain, où je vous demande, monsieur Alain, venez m'aider de pouvoir sortir une chaise de la maison, je ne sais pas la faire sortir seul, vous refusez,
je ne dirais pas que ce sera la fin du monde. Je peux trouver un autre voisin et pouvoir me prêter, mais il faut pour que je sorte aussi la chaise dont je vous ai fait appel. Il faut trouver le voisin de la même taille, c'est ça le problème. Comment? Le voisin de la même taille. Mais écoutez, je trouverai le voisin qui m'aidera à pouvoir faire sortir la chaise. De la même manière, ou soit plus que le moi, mon problème, ce sera celui de faire sortir la chaise. Convenablement. Justement. Non, écoutez. Convenablement. Écoutez, je vous dis ceci. Parce que c'est important. J'ai un handicap de pouvoir soulever ma chaise de la maison et la sortir dehors. C'est ça le problème. Donc, si j'ai fait appel à M. Alain, qui m'a toujours aidé parce qu'il y avait feu dans ma maison, il m'a aidé. Le lendemain, ma voiture ne démarrait pas, il m'a donné un coup de pouce. Et j'ai connu un problème de faire sortir la chaise de chez moi. Les voisins vous aident à faire sortir la chaise. Alors, et la chaise se casse. Bien qu'elle est sortie, mais la chaise s'est cassée. Vous acceptez cela. Ça sont des intentions. Vous acceptez cela. Non, ça sont des procès d'intention injustes. Il ne faut pas aller là-bas. D'abord, il faut voir d'abord le geste. Bon, écoutez, si le voisin m'aide déjà sorti la chaise. Et qu'elle se casse. Par exemple, vous acceptez quand même puisque vous avez fait le fil d'idée que j'avais. Voilà, vous m'avez envoyé. Je suis dans votre fil d'idée. Mais laissez-moi finir un peu mon fil d'idée. Ok, allez-y. Mon problème là, le vrai problème serait celui de faire sortir de la chaise de chez moi et le mettre dans un abri, n'est-ce pas? Si M. Alain ne le veut pas, je peux trouver un autre ami, le caméraman qui est en face. Cher ami, venez, aidez-moi. Il m'aide, je sors, c'est ça. Donc, je ne dirais pas parce que M. Alain a arrivé de m'aider à faire sortir de la chaise et que ça sera la fin du monde ou ça sera la bérésina. Non! Il y aura toujours une solution pour que je sois satisfait à mon problème. Donc, c'est ça, cher ami. L'OIF, je vous ai dit, n'est pas une... Je ne sais même pas comment les gens donnent... Je ne sais pas. En tout cas, je suis francophone, mais ne donnons pas l'importance comme si l'OIF n'audite pas le fichier électoral et que les élections seront corrompues. Très bien. Les élections seront... Merci beaucoup. La parole va tourner. La parole va tourner. Là, voilà. Alors, justement, Rudy Nonzé, puisqu'on parle de ce sujet, ça nous fait penser à comment s'est déroulé le processus d'enrôlement de la population. Justement, Patrick Ngouo, M. Emmanuel Chibambe, la Commission électorale nationale indépendante a organisé des journées portes ouvertes au cours desquelles toutes les données et entrées au fichier électoral ont été mises à nu. Mais également, on a parlé de la clôture de l'opération d'identification. Êtes-vous satisfait du déroulement de ces opérations partout? Je suis hyper satisfait parce que contrairement aux événements passés, ça veut dire les enrôlements de 2006, 2011, 2018, cette fois-ci, j'ai vraiment vu, j'ai retenu la promptitude, une promptitude vraiment sans conteste de la part de la CENI, qui a pu enrôler massivement les Congolais. Et comme cela se passe partout dans le monde, il y a des cas isolés ne manquent pas, notamment dans certains coins, on a décrié la lenteur d'enregistrement, mais cela s'est accommodé juste après. Donc je pense que dans l'ensemble, je suis hyper satisfait et je pense que cette fois-ci, le processus sera vraiment libre, démocratique et surtout transparent. Très bien. Vous avez évoqué les élections passées, les processus passés, à l'instar de l'UDPS en 2006. Aujourd'hui, le FCC refuse de participer au processus électoral. Ne pensez-vous pas que c'est mal parti en termes d'inclusivité? Mais il y a la jurisprudence de l'UDPS, vous avez dit, moi en 2006, je ne m'étais pas fait enrôler. Justement. Et j'ai battu campagne pour que les élections ne se tiennent pas, mais vous connaissez la suite. Ça veut dire que le ciel ne s'est pas tombé sur la RDC. C'est pareil pour ce processus électoral. Je ne sais pas si c'est pareil, mais moi je vois, par rapport à l'histoire récente de mon pays, nous, l'UDPS, nous avons lancé le message en 2006, faisant état de la non-élection ou de boycotter les élections en 2006, mais nous connaissons la suite. Ça veut dire qu'il y a eu élection, il y a eu un président qui a été élu, et ce président a organisé des élections en 2011. Et ainsi de suite. Sous l'état des droits également. Comment? Sous l'état des droits également. Vous savez l'état des droits, madame. Oui. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression elle est garantie. Justement. Moi, je peux décider. Aujourd'hui, samedi, je sors de chez moi et je ne dirai jamais bonjour à qui que ce soit. Je suis libre. Et vous qui êtes mes proches, vous devez aussi respecter ça. C'est mon opinion. Je peux me réveiller aujourd'hui, je dis je ne salue pas Madame Ruth. Je suis dans mon droit. Aujourd'hui, je ne vais pas saluer M. Alain.
Je n'ai pas salué M. Patrick. Je suis vous devez respecter ça. Non, le pourquoi c'est moi qui en suis auteur. Ok, d'accord. Mais vous respectez seulement mon attitude. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit voudrait que chacun s'exprime de sa façon, mais que cela ne puisse pas titiller la loi. Nos amis du PPRD estiment qu'ils ne peuvent pas participer aux élections. Bravo! Nous respectons leur... Qu'en est-il de l'inclusivité du processus? Madame, qu'est-ce que veut dire l'inclusivité? Ça veut dire qu'il faut que nos amis qui refusent de participer aux élections volontairement, que nous puissions être là en train de larmoyer à longueur de prédication, à longueur de journée. C'est ça l'inclusivité? Il faut les écouter peut-être. Mais on les a écoutés. Ils ont posé leur désidérata. Et ils ont refusé. On n'a pas refusé. On n'a pas... Le mal maintenant en est lequel? Vous pensez lorsque vous déplorez ou lorsque vous avez des revendications, donc pour que cela soit écouté ou bien il faut qu'on vous réponde favorablement. Non. En principe, il dit pas d'action, pas d'intérêt. Non, madame, mais vous avez évoqué ici qu'ils ils se sont accoquinés avec plusieurs. Maintenant, demandez d'autres militants, d'autres opposants, est-ce qu'ils ont emboîté le poids du PPRD? Est-ce que l'ensemble de la République ne s'est pas fait enrôler? Ou bien les gens de M. Fayoul, c'est quel SID? Ils ne se sont pas fait enrôler? Ou bien de M. Matat, ou bien de M. Mozito? Votre dernière question. Ça veut dire que non, ils sont des opposants, ils sont tous ensemble, mais il y a un parti qui a dit, voilà, nous, par rapport à ceci, on ne va pas s'enrôler. Libre à eux, nous respectons leur choix, mais ils doivent comprendre que la destinée du pays ne dépend pas de leur position. Votre dernière question. Nous respectons, ils sont congolais, chers amis. Je vous ai dit, personne ne fait unanimité 100%. Personne, madame. S'il y a une frange de population ou des Congolais, à l'instar de nos amis du peuple qui disent, voilà, nous, parce que M. Tshisekedi va remplir en 2023, nous n'allons pas nous enrôler, nous n'allons pas voter. Nous allons respecter leur opinion. Mais seulement, ils doivent comprendre que nous sommes 120 millions de Congolais. Allons-y, dernière question. Ils ne sont que mineurs. Allons-y, Ruth. Les élections se tiendront-ils dans le délai? Dans le délai, bien entendu. Vous êtes sûr? Mais je vous dis, Félix Tshisekedi est respectueux des textes. C'est qui dirige la CENI? Je vous dis, le régime... C'est qui dirige la CENI? Il y a même mise de la CENI, puisque vous parlez de Tshisekedi qui respecte, alors que c'est la CENI qui est censée organiser les élections. Je peux maintenant répondre? Allez-y. Et la réponse va m'engager? Allez-y, répondez, on vous écoute. Félix Tshisekedi est respectueux des textes. Félix Tshisekedi est respectueux des textes. Le régime de Félix Tshisekedi ne va pas faire comme les régimes précédents. Le régime de Tshisekedi va influencer la CENI à respecter la... Je vous dis, Tshisekedi a prêté serment le 24 avril 2019. Et son mandat prendra fin le 24 avril 2024. Arrivé le 24 avril 2024, Tshisekedi va prêter serment pour un second mandat. Ça, il faut le retenir. Et puis, il faut enseigner à nos amis. Vous pouvez en être sûr. Vous parlez déjà d'une fraude alors. Écoutez, mais ce n'est pas moi, c'est la Constitution qui le dit. Vous avez donné raison à ceux qui disent que les Congolais ne lisent pas. Toutes ces questions sont déjà mentionnées dans la Constitution. On a dit que Tshisekedi va faire un deuxième mandat avec beaucoup d'assurance. Comment on peut discuter? Vous êtes très sûr, alors qu'on n'a même pas tenu des élections. Patrick, vous êtes très sûr apparemment qu'il va remporter les élections. Comment on peut discuter sur un sujet qui ne se décrète pas? Cette question est déjà résolue dans la Constitution. Vous posez une question déjà résolue dans la Constitution, cher. La Constitution dit que la Constitution dit que Tshisekedi va doubler le mandat. La Constitution dit que le 24 avril, le mandat prend fin et il y aura un autre mandat. Moi, je vous dis, avec probablement aussi avec un autre président. Avec un autre candidat. Chacun est libre. Moi, je soutiens Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et j'ai comme devoir de faire en sorte qu'il soit réélu. Et c'est ce qui sera fait. Puisqu'on parle déjà de candidat Tshisekedi. Alors, voilà. Puisque le 24 avril, le janvier 2024, la parole doit tourner. Il va prêter serment pour un second mandat. On court justement derrière le temps. Alors, puisqu'on parle de candidature Tshisekedi et taux de mandat, alors vous avez quelques questions dans ce sens, Alice? Bien sûr que oui, Patrick Ngouo, comme les signaux clignotent dans le camp plutôt des protagonistes du président Félix Tshisekedi, j'ai quelques petites questions à monsieur Emmanuel Tshibambe. On parle candidature du président Félix Tshisekedi, mais déjà à l'Union sacrée, c'est comme si il est président. Ipso facto, je ne sais pas, est-ce que au moment où la CENI n'a pas encore publié
encore moins traiter les dossiers de candidature. Encore moins traiter les dossiers de candidature. L'Organisation internationale de la francophonie évoque comme mobile la durée impartie par la centrale électorale pour cette opération, soit du 15 au 20 mai, ce qui rend, je cite, très difficile la réalisation de cet exercice. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a fait qu'un seul mandat. Je vois mal, à moins qu'il y ait catastrophe, qu'il y ait un autre candidat de mon cas qui va se prononcer. Nous avons déjà un champion. Est-ce que avez-vous déjà vu changer l'équipe qui gagne? Dis-moi. Il y a un principe sacro-saint qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons déjà un champion qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment voulez-vous que nous ayons un autre champion? Moi, nous avons un meilleur champion. Dis-moi. Vous faites un appareil électoral où vous influencez la CENI de faire comme vous. Influencer la CENI comment, cher ami? Nous avons notre champion qui est Fachi Béton. Dites-nous. On a déjà un champion qui est connu. Monsieur Manuel, mais ce n'est pas encore la campagne électorale. Pourquoi vous allez parler de Tshisekedi de cette manière, comme si c'était déjà la propagande, puisque c'était d'ailleurs le message, tous les partis l'ont dit, les regroupements politiques à la sortie officielle de l'Union Sacrée, notre candidat c'est Félix Tshisekedi. Il faut le choisir parce que. Mais pourquoi vous ne respectez pas les consignes du C5, par exemple, qui a refusé justement de faire la pré-campagne alors que nous ne sommes pas dans cette période-là? Nous sommes à 7 mois des élections. En ce moment, dans des camps, dans des états-majors... On doit faire la pré-campagne. Dans des états-majors, les formations politiques se préparent pour affronter les élections en mois de décembre. Donc je pense un parti ou bien un regroupement, soit une formation sérieuse, doit déjà se prémunir, doit déjà se préparer pour ces échéances-là. Mais les médias ne sont pas les états-majors de partis politiques. Pardon, vous dites? Les médias ne sont pas les états-majors de partis politiques comme vous le faites. Non, mais écoutez, nous le faisons où? Dans les médias? Bien sûr, comme est-ce que vous êtes comment? Comme vous le faites maintenant. Non, mais écoutez, moi j'ai dit, moi en tant que politique, j'ai dit en tant que politique, je suis en train de travailler dans quelle mesure faire élire notre champion. Est-ce que vous... c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut commencer à déjà faire la pré-campagne. Bon, dites-moi alors, vous voulez qu'il fasse comment? Attendez la période électorale. Attendez la période électorale, comme ça vous allez dire... Est-ce que je suis en train de faire la campagne? Mais quand vous dites qu'il faut les lire, voilà son mandat, voilà ceci, comment va est-ce que moi j'ai dit, peuple congolais, votez pour Tshisekedi, est-ce que j'ai dit ça? C'est ça la campagne. Moi j'ai fait voir aux gens que moi, mon candidat, écoutez, je peux voter par procuration. Je peux voter par procuration. Je peux dire, moi, par rapport à la Constitution, je peux dire, moi, Emmanuel Tshibambe, je prends une mise en disponibilité pendant une année, je vais aller m'extrader peut-être dans un autre pays, bien en Australie. Je ne vais pas m'occuper de prendre de mon Congo, mais en tout cas, j'ai voté déjà, lors des élections 2023, décembre, j'ai voté pour Félix Tshisekedi. Je peux déjà voter par procuration. Je peux le faire, ça, vous allez me le refuser? Bon, excusez-moi, parce que le temps vraiment est en train de nous échapper. Alors, on va rapidement chuter avec le troisième sujet, c'est tout de suite. Ruth Dinonzei, tout est entre vos mains. Oui, Patrick, nous allons à présent aborder la question liée au sommet qui s'est ouvert d'ailleurs ce samedi à Bujumbura en Ouganda. Bien avant la tenue de ce sommet, il y a eu une séance préparatoire au cours duquel le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a envoyé son émissaire. Et nous allons suivre rapidement ce reportage. Dans ce reportage où Antonio Guterres est en train justement d'appeler au dialogue entre Kinshasa et Kigali pour terminer complètement cette crise dans l'est du pays, je vous propose de suivre cet élément. Cette réunion préparatoire du sommet de Bujumbura, au cours duquel prendra part le secrétaire général de l'ONU, dessine une lueur d'espoir pour stabiliser l'est de la RDC. Antonio Guterres, qui a envoyé son émissaire avec un message fort relatif au retour de la paix en RDC, est catégorique. Il condamne avec la dernière énergie la récente série d'attaques du M23 et ses avancées au Nord Kivu. L'ONU s'est engagée à soutenir la République démocratique du Congo et les pays de la région pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013. Première initiative de paix conclue il y a 10 ans pour éradiquer le cycle des violences en République démocratique du Congo.
Rappelons que dans cet accord d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'est engagé à mener les réformes sécuritaires et institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation, le développement économique et la réconciliation nationale. Quant aux pays de la région, il s'était engagé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ni à soutenir les groupes armés, mais aussi à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Selon le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a présidé cette séance préparatoire, le 11e sommet des Bujumbura qui se tiendra ce 6 mai sera une occasion pour les chefs d'État d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà donc pour cet élément. Alors, Ruth Nanzei, c'était votre voix et votre voix va juste poser des questions dans ce sens. Monsieur Emmanuel Chibambe, le secrétaire général des Nations Unies, suggère qu'il y ait un nouveau dialogue entre la RDC et le Rwanda. Est-il nécessaire? Non, c'est inopportun. S'il faut que je réponde en tant que Congolais, ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est noir sur blanc que le Rwanda agresse notre pays. Moi, je pense que nous devons aller, s'il faut négocier, nous devons négocier avec les tentacules du Rwanda. Tous ces multinationales qui sous-traitent le Rwanda, c'est ça le vrai problème. Nous n'allons pas discuter, ni avec les mouvements qui sous-traitent, ni avec le Rwanda. Ici, moi je pense que la communauté internationale doit prendre sa responsabilité tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends déjà que l'ONU est en train de voir dans quelle mesure encore asphyxier l'Ukraine, et comment la Russie. Mais si il faut asphyxier Vladimir Poutine jusqu'à ce point même, qu'en est-il de Paul Kagame? Pourquoi sur cette question l'ONU reste sournois? Pourquoi sur cette question l'ONU reste miouette? Moi je me pose la question. Aujourd'hui, la diplomatie du président de la République a démontré noir sur blanc l'implication de la communauté internationale dans cette situation, dans cette crise de la guerre à l'est du pays. Donc l'ONU doit prendre, ou la communauté internationale doit prendre ses responsabilités de pouvoir se retirer derrière le Rwanda. Voilà. Mais analysons un peu cette question, parce que c'est de l'intérêt commun de la sécurité des Congolais. Vous le savez que sur le plan pratique, les voies avec lesquelles le gouvernement congolais use pour faire cesser les armes dans l'est de la RDC ne réussissent pas. Pourquoi ne pas dialoguer, par exemple? On souhaite avec le Rwanda. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a commencé par ça. Hein. Il a commencé par se rapprocher de tous les pays, de nos voisins, de tous nos voisins, notamment le Rwanda. Il a commencé par ça. Et vous avez vu comment il a été remercié par le Rwanda. Il a prôné le dialogue. C'est un monsieur qui n'aime pas voir le sang couler. Il n'est pas un belligérant comme d'autres. Je sais que c'est un démocrate. Il a privilégié l'option du dialogue. Mais malheureusement, le président rwandais, il a voulu user de cette bonne foi du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je pense que nous devons aller... faire la guerre. Moi, je pense que nous devons faire autrement. La guerre? Non. Bon, la guerre. Moi, la diplomatie a échoué. Non, la diplomatie n'a pas échoué. Je vous rappelle le sommet de Luanda. Tshisekedi est allé au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est cette diplomatie qui continue. Mais ça ne marche pas. Non, comment ça ne marche pas? Mais ça c'est cette diplomatie qui engendre. Le M23 est toujours là. Le M23 est toujours là. Donc la diplomatie n'a pas marché, on doit le dire. C'est parce que vous voulez que cela se passe dans l'immédiat. C'est ça. Ok. On attend combien d'années alors? Mais cette guerre a commencé à combien? Non, on attend combien d'années avant que cette diplomatie puisse finir la guerre alors? On attend combien de temps? Cette guerre a commencé depuis combien d'années? Depuis combien d'années cette guerre a commencé? Cette guerre a vu deux présidents de la République sortir de la RDC. Cette guerre avant Félix Tshisekedi. Le M23 ressuscité sous le régime de Tshisekedi alors. Le M23 est venu quand? Il a été vaincu par le régime Kabila. Le M23 est revenu maintenant. Faisons une lecture simple. Nous sommes intellectuels tous. Comment expliquer un mouvement qui a été vaincu, comme vous le dites, et ce mouvement puisse encore ressurgir avec des recommandations, avec des revendications? Et vous êtes à l'aise de dire que non, ça a été vaincu, cher ami. Le M23 n'a jamais été vaincu. Selon vous. Écoutez,
vous êtes intellectuel, cher ami. Mais je vous pose la question. Posez la question même à votre cadet de la famille. Posez-lui la question, dites, messieurs, ou bien demoiselle, un mouvement qui a été vaincu, comment il peut ressurgir avec les revendications et les recommandations? Donc les Congolais doivent retenir nous connaissons, selon vous, les Congolais qui nous suivent doivent retenir que le M23 n'a jamais été vaincu. Nous connaissons l'émanation du M23, nous connaissons qui en est l'auteur, qui en est qui en sont les commanditaires, nous en connaissons quelque chose. Monsieur Emmanuel Tshisekedi, un autre aspect de ce sommet de Bujumbura, c'est l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba signé il y a 10 ans. Oui. Pensez-vous que cet accord est plus prévalent que les accords de Luanda, par exemple? Non, non, ce n'est pas plus prévalent comme vous le dites, mais c'est un accord qui a aussi certaines ramifications par rapport au processus de paix de la région du Grand Lac. Moi, je pense que il était important que cela soit révisité, cela soit encore vu et signé par tous ces présidents, tous ces chefs d'État de Grand Lac, le Pays des Grands Lacs, le CIRGL et d'autres organisations. Je pense que il était important. Il était important que cela soit révisité puis signé. Un dernier aspect. Mais dire qu'être plus prévalent, moi je pense que c'est pas ça. Un dernier aspect, pensez-vous que les mécanismes de suivi mis en place pour évaluer cet accord ont échoué? Le MNS. Bon, on ne dira pas que ça a échoué. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait ou qui s'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les résultats sont là? Qui produit aussi des résultats. Lesquels, par exemple? Mais moi, quels résultats? Mais si vous me posez la question, laissez-moi aussi le temps de répondre. Oui, répondez sur les résultats. Je suis en train de répondre, vous me fractionnez. On vous laisse... Après, quand je vais revenir sur vous, vous direz qu'il n'y a pas assez de temps. S'il vous plaît, je ne sais pas. S'il vous plaît, oui. On vous laisse le temps de répondre. Oui. Dites-nous juste quels sont les résultats, donc les résultats produits par le MNS. Et puis, on ne vous pose pas la question jusqu'à la fin de votre réponse. Par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, aujourd'hui, nous avons... Oui. Aujourd'hui, par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba. Y a-t-il eu des avancées? Mais je réponds, madame. Si aujourd'hui l'EAC, a réussi quand même à déloger le M23, parce qu'il y a eu aussi ces accords de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça rentre, c'est ça, c'est cet accord qui a engendré aujourd'hui l'EAC et les autres. Même si ce n'est pas satisfaisant à 100%, mais il y a quand même, je dis bien, moi j'estime que ce n'est pas encore satisfaisant. C'est encore moindre. Il faut que cela soit encore probant pour qu'on applaudisse. Mais dire qu'il n'y a pas de fruits, dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est fait, moi je pense que c'est la mauvaise foi. Dans une certaine mesure. Sur votre feuille, il y a des questions sur l'EAC. Oui, effectivement, Patrick, il y a des questions sur l'EAC, j'en ai deux. Ma première question, c'est la suivante. Un commandant de l'EAC qui démissionne et un autre, je dirais qu'on nous impose, ne pensez-vous pas que c'est une faiblesse de l'État? Parce que jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu où est-ce que le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo s'est entretenu avec tous ces ministres de la Défense de l'EAC pour accepter la nomination de ce nouveau commandant de bataillon de l'EAC. Non mais, quand vous dites qu'on nous impose, moi je ne sais pas, ça c'est votre appréciation. Moi, je pense qu'il y a eu une réunion de ministre de défense de PD. Jusque-là, non, la réunion a été reportée. Jusque-là, la réunion ne s'est jamais tenue. Si elle a été reportée, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que... Le Rwanda dit qu'elle ne sera pas, en sécurité ici chez nous. Voilà pourquoi on trouve d'autres mécanismes. Mais en ce que je sache, l'EAC est composé de plusieurs pays. Non seulement la RDC. Donc, s'il faut tout de suite remplacer un commandant qui a été ou qui a démissionné, moi je ne pense pas que ça doit attirer l'assentiment de la... Vous voulez que ça fasse comment? Ce soit par consensus, je ne sais pas moi. Le président qui nous impose, c'est lui qui a démissionné. On ne nous avait pas imposé, c'est lui qui a démissionné. Comment le mot comment il a été choisi? Vous voulez dire qu'il a été choisi par le président Kenya? Non, mais moi je pose la question, c'est lui qui a démissionné. C'est nous qui posons des questions. Bon, je veux savoir, vous qui posez des questions, je veux savoir, le général qui a démissionné, comment il a été choisi pour diriger les troupes de l'EAC? Vous qui posez des questions. Oui, mais on ne vous doit pas de réponse, c'est à vous de répondre. Non, c'est pour vous dire, comment
les mêmes méthodes, choisissant celui qui a démissionné, c'est ce qui s'est opéré pour choisir. Pourquoi ça a énervé alors à Kinshasa? Pourquoi il y a eu des réactions de colère, hein? Pourquoi? Est-ce qu'on doit nous imposer quelqu'un? Vous ne savez pas. Je chute par cette question. Le déploiement de troupes burundaises de la force régionale continue. Dans ce contexte, est-ce que nous avons encore besoin de ces troupes de l'EAC? Parce que jusqu'à ce jour, moi je pense, comme plusieurs Congolais le pensent, qu'ils n'ont jamais rempli leur mission parce que leur mission était offensive. Nous attendons leur mandat. Je pense qu'à mi-mandat, on doit aussi opérer. Le premier mandat a déjà échoué. On doit établir un bilan à l'issue duquel, si les résultats est satisfaisant, je pense qu'on va faire foi à ces troupes à pouvoir continuer leur mission. Si cela ne sera pas probant, je pense que les autorités des tutelles verront dans quelle mesure soit révisiter, soit prendre d'autres mesures. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne suis ni expert en matière de l'armée, je ne sais pas moi quoi. Moi, ce que je sais, je ne peux que soutenir toute la position prise par notre pays, la RDC. Très bien. Et j'ai comme mission de soutenir cette position-là. On doit conclure l'émission. Tout ce qu'on vient de dire nous rappelle l'état de siège. Elvis Meti. Merci beaucoup, Patango. Je vais aller rapidement, comme nous tendons déjà à la fin de l'émission. Monsieur Tshibambe. Oui. L'état de siège est prorogé pour la 47e fois. Oui. Mais il y a toujours des tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la gouvernance militaire n'a-t-il pas montré ses limites? Est-ce qu'elle plutôt pas montré ses limites? Est-ce que vous avez dit à l'installation de l'état de siège, il y aura zéro tuerie? C'est ça, quand je vous dis que même vous de la presse, vous donnez... On a instauré l'état de siège, pourquoi? Écoutez, laissez-moi, je vais écoutez, laissez-moi. Par contre, vous devez reconnaître, moi j'ai dit, il y a tuerie, je déplore. Il y a mes compatriotes qui périssent, je déplore. Mais j'observe que la tuerie a baissé d'un cran. Où? Pour la 47e fois prorogée. On peut proroger pour la 100e fois. Est-ce que ce n'est pas une limite pour la gouvernance militaire? Est-ce que ce n'est pas une limite? Est-ce que ce n'est pas une limite pour la gouvernance militaire? S'il faut que nous recouvrions la paix dans notre période, que ça demande la prorogation, la 200e prorogation, nous l'atteindrons, chers amis. Ici, la question ou bien le problème n'est pas le nombre de prorogations. Non, monsieur. Ici, le problème, nous devons d'abord recouvrir la paix. Parce que, cher ami, j'ai une deuxième question. J'ai fini d'abord la première. Il faut faire un tour du côté de l'Est, cher ami. Nous sommes en paix ici à Kinshasa. Des fois, nous sommes là en train de nous gaver en outrance. Nous buvons, nous dansons. Il faut faire un tour, cher ami. Moi, j'ai fait des tours là-bas. J'ai vu mes compatriotes. Nos amis souffrent dans l'Est. Oui. Donc, quand on proroge l'état de siège, ce n'est pas par un plaisir sentimentaliste, je ne sais pas moi. Non, c'est pour justement pour trouver la paix. Que nos compatriotes vivant dans cette partie du pays recouvrent la paix, cher ami. Lui se met terminé. Faites un tour, prenez votre caméra, faites un tour là-bas, vous verrez dans quelles conditions vivent nos compatriotes de l'Est. Plusieurs acteurs de la société civile et politique ont émis levée, demandent la levée de cet état de siège. Que direz-vous? Ce sont des commerçants. Pour des raisons mercantiles, ayant compris que le chef de l'État a fait en sorte que leur commerce puisse être rabroué, parce que la plupart de ces compatriotes se sont enrichis dans ce domaine-là. Quel domaine? Dans ce domaine-là de la guerre, de groupes armés, et l'état de siège a mis fin à ces histoires, se retrouvant maintenant par terre, ne sachant pas quoi faire. Ils estiment que l'état de siège a détruit leur... Il y a fin de la guerre dans la partie? Comment? Il y a fin de la guerre dans la partie? Il n'y a pas fin de la guerre, mais il y a baisse sensible des tueries à l'est du pays. Ça, il faut que nous les reconnaissions. Je n'ai pas dit qu'il y a fin de la guerre. L'objectif est celui d'atteindre... De quel côté de l'Est? C'est pourquoi je vous dis, il faut aussi... Il faut être précis, parce que je vais vous donner des chiffres de morts récents. Il y a 4 mois, moi j'étais à Saké. J'étais à Mouchaké. Écoutez, je vous dis, j'étais à Saké, j'étais à Mouchaké, j'étais à Massissi il y a 4 mois. Il y a 4 mois à peine, c'était au mois de janvier. À Massissi, il y a le M23.
Avant que l'M23 non. Arrive là, vous êtes... Avant que l'M23... J'étais en Massissi. Terminez s'il vous plaît votre... Avant que l'M23 n'occupe Massissi. Moi, j'étais là. Ils ont occupé Massissi, je crois que c'était au mois de février. Monsieur, tu vas me terminer la réponse. Avant que l'M23 occupe là, moi, j'étais là. Et j'ai même accompagné le VPM Daniel Asselo. Je l'ai dit, j'ai accompagné le VPM Daniel Asselo. Voilà, on a terminé cette émission. On a terminé cette émission. Monsieur Emmanuel Tshibambe, merci d'avoir été de notre parti. Alors, juste une dernière question. Comment avez-vous trouvé le débat au cours de cette émission? Superlatif. J'ai été émerveillé d'avoir en face de moi du répondant, des journalistes aguerris. Félicitations à la rédaction de FM Télévision. Oui. Je ne m'y entendais pas, j'ai été secoué, mais j'ai senti vraiment qu'il y a de la crème. Merci. Surtout dans ce domaine de la presse. Et félicitations, et surtout à l'initiateur, M. Maloua, je crois. Oui. Maloua Cléophas. Félicitations, bon vent. Et j'attendrai prochainement l'invitation. Alors, merci à l'équipe qui m'a accompagné, Elvis Meti, Richard Nanzei, Alain Goma. On se retrouve en tout cas pour le tout prochain numéro. Ça sera très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.